Alors, Monsieur le Président, au nom de tout Sciences Po, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très honorée, nous sommes tous très honorés de vous accueillir en tant que parrain pour cette inauguration de la chaire gestion de crise à Grenoble. Je suis très heureuse également d'accueillir Camille Chaussineau, qui a travaillé dur avec tout son engagement, qu'on le connaît, pour mettre en place cette gestion de crise et au mieux inaugurer une chaire gestion de crise qu'à Grenoble. Les compétences académiques réunies dans cet établissement permettront sans aucun doute de identifier les crises, de les analyser et ensuite de trouver des solutions avec les partenaires extérieurs que nous avons contactés. Je suis très heureuse de vous laisser tout de suite la parole. Je sais que les étudiants sont ravis, ont plein de questions. Pour débattre avec les étudiants et les étudiantes, vous qui, en tant que président de la République, vous avez connu et résolu de nombreuses crises. Merci beaucoup. Alors, juste avant de donner la parole à Monsieur le Président Hollande, cher François, que je remercie encore une fois d'être présent ici, c'est un immense honneur pour nous. Simplement vous dire deux mots sur cette chaire de la gestion de crise. Pourquoi une chaire sur la gestion de crise et sur la communication de crise à Grenoble? Premièrement, parce que c'est une thématique que l'on veut absolument développer en tant qu'expert de la crise. Je pense que notre établissement et vous, toutes et tous, étudiantes et étudiants, pourrez vous enrichir d'une telle chaire qui pourra créer de la matière, qui pourra penser les crises, essayer de les anticiper, essayer de les analyser. On veut absolument produire de la matière et cette matière, elle va servir ensuite à rendre visible tout ce que l'on va pouvoir essayer de comprendre, d'expliquer, d'analyser. Et la deuxième grande ambition qu'on a aussi avec cette chaire, c'est qu'on va pérenniser un exercice de simulation de crise qui aura lieu tout à l'heure à 16h30, qui s'appelle la Nuit de la crise, seconde édition cette année, avec les masters communication politique et institutionnelle, dont le responsable pédagogique est Aitem Gizani, et je le remercie aussi. Donc cette chaire, elle est multidimensionnelle, dans le sens où on ne va pas se contenter d'analyser une crise en particulier ou une autre. On va essayer de penser plus largement, et on peut tout à fait imaginer analyser des crises diplomatiques à l'échelle internationale, comme analyser une crise extrêmement locale. Typiquement, ce que nous avons fait l'année dernière avec la Nuit de la crise, c'était analyser comment est-ce que les services publics, comment est-ce que les pouvoirs publics réagissent lorsqu'il y a un accident de téléphérique au niveau local. Et cette année, on est sur une crise plus humanitaire. On va travailler l'enchevêtrement de crises et les crises qui se percutent, qui se télescopent. C'est tout l'objet de la Nuit de la crise de cette année. Et donc voilà, encore une fois, on va pérenniser cet exercice-là. Mais je ne vais pas être plus long que ça parce que vous êtes bien évidemment surtout là parce que François Hollande, Monsieur le Président, nous fait l'honneur d'être ici. Je vais simplement voilà, je m'accorde ce petit privilège, vous m'en voudrez pas, lui poser la première question. Cher François, quel conseil donneriez-vous à des étudiants qui, dans quelques minutes, vont s'attaquer à une crise? D'abord, je suis heureux de revenir à Sciences Po Grenoble. J'y étais passé à la fin de l'année 2011 dans le cadre de ma campagne présidentielle. Ça m'avait plutôt porté chance. Donc ne croyez pas que je revienne. Mais on laissera cette idée courir au moins. Mais c'était un moment tout à fait agréable où je répondais à des questions par rapport à une échéance qui était immédiate. Si la chaire gestion de crise avait été déjà présente à cette époque, j'aurais souhaité vraiment y participer, y travailler, car mon quinquennat, mais ce n'est pas simplement vrai de mon quinquennat, a été marqué par une succession de crises. Crise financière, crise économique, crise des réfugiés, crise terroriste, crise sécuritaire. Et qu'il n'y a plus maintenant simplement qu'une crise à imaginer, mais peut-être des successions de crises. Lorsque j'étais à votre place étudiant, la principale crise que l'on avait à préparer ou à anticiper était la crise économique.
parce qu'elle venait, elle était déjà là et elle portait son cortège de fermeture d'entreprises, de chômage et même à un certain moment d'inflation. Aujourd'hui, les crises sont partout et peuvent être climatiques, ce à quoi nous n'étions pas forcément préparés, peuvent être sanitaires. Jamais on n'avait imaginé une crise qui aurait pu justifier la suspension de toutes les activités dans tous les pays du monde et le retour de la guerre. Et là aussi, des guerres, il y en a toujours eu depuis la fin du deuxième conflit mondial, mais cette fois-ci, elles touchent, ces guerres, un pays qui n'est pas si loin de nous, l'Ukraine, et avec une puissance qui l'a envahi, qui dispose de l'arme nucléaire. De la même manière que le Proche-Orient, ça donne l'impression que c'est une récurrence, qu'il y a toujours eu Israël-Palestine, une impossible paix, sauf que là, ça a pris une dimension encore supplémentaire avec des effets dans les sociétés, y compris forcément la nôtre. Et que parallèlement, le terrorisme que nous pensait avoir largement éradiqué, il ne peut pas disparaître. Alors à la question, quelle est la prochaine crise, je ne peux pas répondre. Quelle est la crise que moi je pense être la plus importante, c'est celle qui touche à la démocratie elle-même. C'est celle-là qui est la plus dangereuse, la plus pernicieuse. On peut affronter toutes les épreuves si on a des sociétés qui tiennent debout, si on a des institutions qui sont solides, si on a des partis politiques qui sont vivants, si on a des citoyens qui sont engagés. Mais si la démocratie elle-même est fragile, alors toute épreuve, toute catastrophe, tout événement, aussi limité soit-il, on en a eu quelques exemples ces derniers jours, vient fracasser une société. Le plus grave, c'est pas d'affronter un ennemi. L'ennemi peut exister, c'est pas d'avoir un climat qui se dégrade, c'est déjà très perturbant. C'est d'imaginer que le pays ne va plus vous suivre, il va s'abandonner. D'où l'enjeu de peut-être à travers ce que vous allez apprendre, c'est de savoir à chaque moment comment une société réagit. Et elle ne réagit plus de la même manière au regard des réseaux sociaux qui se sont considérablement développés depuis 10 ans et qui viennent introduire tous les biais possibles et toutes les amplifications et quelquefois tous les détournements. Donc il faut à la fois gérer la crise telle qu'elle se produit et les effets de la crise dans une société. Et j'espère que vous mettrez la démocratie aussi au programme de votre chaire. Alors maintenant c'est à vous, chères étudiantes et chers étudiants. Vous pouvez lever la main pour poser des questions et c'est Monsieur Ghisani qui a les 2 micros avec lui. Alors, premièrement, j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. La question que j'aimerais vous poser, elle est plus à titre personnel. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à gérer la pression à la fois émotionnelle et politique lors de crises aussi importantes durant votre mandat. Et au final, comment avez-vous réussi à prendre des décisions dans un contexte aussi tendu? Merci. Une crise, quand elle se produit, à la fois, elle est anticipée et elle est surprenante. Elle est anticipée parce que, prenons l'exemple du terrorisme, nous savions qu'il y avait une menace. On avait même déjà été touché par des actes terroristes. Mais quand elle se produit, l'attaque terroriste, elle nous surprend. D'ailleurs, si elle ne nous surprendrait pas, ça voudrait dire qu'on l'avait préparé, qu'on l'avait anticipé, qu'on l'avait empêché. Donc on est toujours surpris. Et à ce moment-là, quand il se produit un événement de cette ampleur, j'évoquais une attaque terroriste, mais ça peut être pour un autre événement. Moi, j'ai vécu des attaques terroristes tout à fait exceptionnelles. Il y a à la fois la décision qu'il faut prendre. Il faut toujours prendre une décision. Et la décision, elle va être prise dans un instant très court. Exemple, lorsqu'il s'est produit les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence va être déclaré. Quand il faut déclarer l'état d'urgence, ça suppose de réunir un conseil des ministres. Bon, bref, il y a des procédures. Mais il faut prendre une décision. Mais en même temps qu'il faut prendre une décision, il faut parler au pays. Toujours pour éviter qu'il ne se divise, se détourne, s'inquiète jusqu'à perdre espoir.
et perdre confiance. Donc, quand parler? À quel moment fallait-il que je m'exprime? Tout de suite, quand il y avait la première bombe, ou attendre que je sois sûr qu'il n'y avait plus de terroristes qui soient encore présents sur la scène parisienne? On n'en est jamais sûr. Et d'ailleurs, courait encore. Donc je me suis exprimé, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs qu'un président de la République a pu s'exprimer à une heure aussi tardive, vers minuit, minuit et demi. C'est rare que les gens regardent la télévision à minuit et demi, même s'il y a quand même des esprits toujours nocturnes qui regardent n'importe quelle émission. Il y en a qui n'avaient même pas conscience qu'il y avait eu des attentats. Donc il faut s'exprimer. Les mots qui vont être utilisés vont être des mots tout à fait essentiels, puisqu'il faut décider, rassurer et partager son émotion. Ça, c'est compliqué de trouver le bon alliage, la bonne conjugaison. Si un président n'est qu'une expression d'émotion, il n'est pas tout à fait à la hauteur de sa tâche. Bien sûr qu'il faut avoir de la compassion, il y a des victimes, il y a des morts, il y a des familles qui sont dans l'attente, mais elles ne demandent pas simplement, ces familles-là même aussi, de la solidarité, elles demandent qu'il y ait une réponse. Mais si on n'est que dans la décision, dans ce cas-là, de plus autoritaire, s'il faut à un moment faire preuve d'autorité, là aussi il y a une forme d'éloignement, de déshumanisation. Bon voilà, il faut trouver cet alliage, et ça s'apprend pas. Je suis désolé de le dire pour la chaire de gestion de crise, mais on n'apprend pas à être humain. En fait, on n'apprend pas à être humain, et ce qu'on apprend à être président, c'est pas sûr non plus. Il y a un moment où c'est la personne qui va trouver la bonne conjugaison, j'allais dire la bonne synthèse, de savoir à la fois rassurer et répondre à l'inquiétude. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, Elisa Leroux, du Master Communication politique et institutionnelle. Comme vous l'avez souligné, nos institutions sont en crise, surtout vis-à-vis de la confiance. On retrouve à l'échelle locale des instances de démocratie participative pour pallier à ce problème. Mais est-ce que nos institutions nationales, qui fonctionnent sur la base de la démocratie représentative, sont prêtes à laisser du pouvoir à d'autres formes de démocratie? Oui, il y a même avantage pour la démocratie représentative à aller vers le partage, non pas de la décision, mais en tout cas de la préparation de la décision. Il y a même tout intérêt à ce que les citoyens s'engagent davantage, y compris dans des débats difficiles sur le climat, ou même sur des questions de bioéthique. Donc je suis forcément conscient que nos institutions qui ont été fabriquées dans un temps où la presse était essentiellement écrite et à peine télévisée, où il y avait une démocratie locale qui n'avait pas les moyens, les compétences que la décentralisation leur a aujourd'hui offertes, elles sont sans doute assez fatiguées, on va dire, en tout cas inadaptées. Et notamment par rapport à ce que les réseaux sociaux charrient. Parce que y a certains qui pensent que les réseaux sociaux, c'est une forme de démocratie directe. Non, une forme d'expression, une forme de communication, quelquefois avec ses semblables, mais pas forcément avec tout le pays. Alors comment faire là aussi pour conjuguer la nécessité de garder l'esprit de la délégation de pouvoir, ce qu'on appelle la démocratie représentative, et la volonté de beaucoup de citoyens de participer davantage. Je pense que, puisque vous travaillez sur la crise, dans les crises, il n'est pas possible de déléguer. Quand il se passe un acte terroriste, quand j'ai pu prendre une décision de faire intervenir des forces armées au Mali ou ailleurs, je me suis pas dit, tiens, je vais faire une convention citoyenne, on va tirer au sort des gens et on va leur poser la question de savoir comment ça va se passer, s'il faut le faire ou pas le faire. Donc dans une crise, par définition, il faut être sur le mode de la confiance à l'égard de celui ou de celle, que ça peut être pour la maire, ça peut être pour un président de la République.
faire confiance à celui ou à celle qui a été choisi. Mais pour tout le reste, il y a la nécessité à la fois de faire de la démocratie directe, quelques votes consultés, du tirage au sort, on l'a vu pour la Convention citoyenne sur le climat, c'était sûrement une bonne méthode, et puis de la démocratie avec les corps intermédiaires, les élus locaux, les forces vives, les syndicats, les associations, ça compte aussi. Et le risque toujours avec nos institutions, c'est pour le chef de l'État l'isolement et la distance. Et de penser que puisque tout est crise, il n'y a plus besoin d'aller consulter, d'aller dialoguer et d'aller déléguer. Donc est-ce qu'il faut des réformes institutionnelles? Sûrement. J'en ai quelques-unes en magasin. Je suis à la fois pour une simplification, je ne suis pas pour le maintien du système actuel. Je pense qu'il vaut mieux faire un vrai régime présidentiel qui donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement et d'avoir une vraie décentralisation qui donne beaucoup plus de poids aux responsables locaux. Et d'avoir aussi des consultations plus fréquentes. Qui veut poser une autre question? Là-bas. Bonjour. Bonjour. Avec mon équipe, on a travaillé sur votre campagne électorale de 2012. Ouais. Donc c'était très intéressant. Et du coup, avec le recul, on voulait savoir, selon vous, quel facteur a joué pour votre victoire en 2012? Avec le recul de 10 ans maintenant, on voulait savoir votre avis. Ouais. C'est le professeur qui a eu l'idée de vous poser la question. Big up à Patrick. Voilà. Merci à celui qui a eu l'idée, merci à celle qui a posé la question, et merci pour ce retour vers le passé. Et peut-être un retour vers le futur, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc alors, quels sont les facteurs? Le premier facteur, c'est le besoin d'alternance. Ça faisait 10 ans que c'était la même majorité qui était au pouvoir, et il y avait une volonté de changement qui était réelle. D'où mon slogan, le changement c'est maintenant. Très bon slogan, sauf le lendemain. Parce que le lendemain, les gens vous disent, alors, le changement, c'est maintenant, hein, donc vous êtes sous la pression de la promesse que vous avez pu faire. Mais en tout cas, je leur disais dans ce slogan, si vous voulez changer, c'est maintenant qu'il faut voter. C'était ça mon message. Donc ça, c'est le premier facteur, qui est toujours un facteur puissant, l'alternance, le besoin de changement. Le deuxième facteur, je dois dire, qui est toujours vrai dans une élection, c'est votre adversaire. L'adversaire motive les électeurs qui veulent s'en débarrasser. Donc on est toujours élu pour ce que l'on est et contre celui qui était en place. Bon. C'est toujours vrai. Bon. Troisième facteur, on était en période de crise économique, de crise financière. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire, la gauche est toujours appelée aux responsabilités quand il y a une crise. Parce que quand il n'y a pas de crise, pourquoi changer d'une certaine façon? La droite apparaît comme plus conservatrice, c'est sa nature, mais protectrice pour l'économie, etc. Pourquoi aller changer? Donc vous apercevez que quand vous regardez les grandes étapes de l'histoire de la gauche, 36, 81 et même 97 pour Jospin, 2012 pour moi, c'est toujours un moment où il y a une crise économique qui avec un chômage élevé, qu'on dit bon bah finalement puisqu'on a tout perdu, il vaut mieux aller encore essayer de la gauche. Ça c'est le troisième facteur. Et puis après il y a le facteur qui était celui de l'ambiance d'une campagne. Ma campagne n'a pas forcément coûté très cher, à la différence de l'autre. Mais c'est pas les moyens qui comptent. C'est pas le nombre de meetings qui compte, c'est l'ambiance qui s'y déploie. Vous pouvez faire plein de réunions quand l'ambiance n'est pas bonne. Ça m'est arrivé de connaître ces situations. Ah, vous êtes dans une contrainte qui est celle de forcer toujours.
quand vous êtes porté, il y a quelque chose qui est assez magique dans une élection présidentielle, c'est qu'à un moment, vous n'y êtes absolument pas pour grand-chose, il y a une forme d'attrait qui se porte sur une personne, une espèce de magie qui fait que vous allez vers celui ou celle qui peut gagner, sans doute, et c'est ce qui s'était produit en 2012. Mais alors, revers de la médaille, il y a toujours un revers de la médaille, vous êtes aimé comme candidat et vous n'êtes plus aimé comme président. C'est comme ça. Il y a une chanson de Nougaro qui dit c'est quand le prince charmant devient le vilain mari. Et ben voilà, vous êtes élu, vous êtes le vilain mari. Parce qu'en campagne, tout le monde vous aime, vous êtes porté, sauf vos adversaires, mais ça c'est pas si grave. Après, vous êtes aux responsabilités et c'est très juste que les citoyens aient cette attitude. Vous êtes aux responsabilités, c'est vous maintenant. Vous êtes en charge. Et ce qui ne va pas, c'est vous. Vous ne pouvez pas dire. Souvent, on me dit, mais vous auriez dû faire une commission du bilan pour charger votre prédécesseur, pour dire, vous voyez, si ça va mal, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'héritage, comme on dit. Mais non, on peut faire toutes les commissions qu'on voudra. Vous êtes au pouvoir, vous êtes en responsabilité. Voilà, donc c'était une campagne qui était heureuse. Bonjour, merci encore pour votre présence. J'aurais deux petites questions à vous poser. La première, c'était par rapport à comment avez-vous été conseillé lors des crises que vous avez subies. Et la seconde, ça serait par rapport à un niveau plus économique. Par exemple, la crise de subprime a été une crise qui a ébranlé le système économique en 2008. Et je voudrais savoir si nous avons appris de cette crise où on est encore en capacité d'en subir une autre. Alors, il y a deux questions. Donc, je ne pense pas qu'on pourra revivre la crise des subprimes telle qu'elle s'est produite et avec ses conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise financière. Il est même possible qu'il y ait des crises financières qui surviennent dans les prochaines années, des bulles financières qui vont éclater, des banques qui sont fragiles. Mais il se trouve que après la crise des subprimes, ça a été long, mais au niveau européen, on a mis en place des régulations qui font que lorsqu'un établissement bancaire est en difficulté, voire même en risque de faillite, il y a une solidarité maintenant de tous les autres établissements bancaires. C'est ce qu'on a voulu faire dans les réformes que l'on a portées, c'est que ça ne soit plus sur les États que viennent chercher les soutiens, mais que le système bancaire soit lui-même obligé d'être solidaire entre les différents établissements. Les banques centrales aussi ont quand même été capables de faire des mécanismes de surveillance qui n'existaient pas au moment de la crise des subprimes. Mais le capitalisme est ainsi fait qu'il produit de toute façon, qu'il engendre à un moment des crises qui sont celles de marchés financiers qui peuvent être très haussiers, comme on dit, et qui à un moment dégringolent. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Il est assez paradoxal, alors qu'on vit deux guerres, que l'on a une crise climatique, que l'on a un ralentissement de la croissance, que les marchés financiers, c'est-à-dire les cours des actions, soient aussi élevés, et que les profits des entreprises soient aussi hauts. Il y a un moment, il y aura une correction. Et ça fait partie de ce qu'est le fonctionnement du capitalisme, y compris dans ce qu'on peut dénoncer dans sa propre mécanique. Mais ça n'a pas la conséquence de la crise financière des subprimes. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. On apprend toujours des crises, même sur la crise terroriste. Quand il y a eu la crise terroriste, on a mis en place des systèmes d'échange d'informations, de surveillance, qui n'existaient pas précédemment. C'était pas du tout dans mon programme de 2012. J'ai fait voter 3 lois sur la lutte antiterroriste, 3 lois et une loi sur le renseignement. Parce que notre système de renseignement était totalement inadapté à ce que les terroristes pouvaient utiliser. C'est-à-dire qu'avant, on avait un système d'écoute téléphonique, alors que, bon, on l'a toujours, hein, mais c'est sur les réseaux sociaux que ça se joue. C'est sur les chaînes cryptées, enfin les boîtes cryptées, Telegram et autres. Donc il y a un système de renseignement qui a évolué. Prenez la crise sanitaire, suite à la crise du Covid, on a mis en place des mécanismes.
Donc on apprend des crises, beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'on veut appliquer aux crises les mêmes réponses institutionnelles. Quand j'ai pris, moi, des décisions sur l'intervention militaire en Afrique ou au Moyen-Orient, il y avait un conseil de défense pour me donner des avis. Dans le conseil de défense, il y avait donc les ministres concernés, mais il y avait les chefs d'état-major militaire, le directeur du renseignement, etc. Et au moment de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a repris le conseil de défense comme mode de décision. Sauf que c'était pas les mêmes partenaires, donc il faut pas plaquer une institution sur toutes les crises. Chaque crise doit avoir, si je puis dire, sa propre réponse institutionnelle. Et donc il faut avoir des conseillers, bien sûr, il faut avoir des experts, des compétences au niveau des ministres, mais aussi au niveau des spécialistes, parce que face au terrorisme ou face à une crise climatique, il vaut mieux prendre quand même ceux qui connaissent le sujet. Il faut avoir ces conseils, il faut avoir de la délibération. La démocratie, c'est la délibération. C'est quand même d'échanger les points de vue. Et puis à un moment, il faut prendre la décision. Mais il faut avoir ces instances qui sont des instances de conseil et de consultation. Et le Parlement est aussi un lieu utile. Des commissions parlementaires peuvent être très utiles. Sauf qu'en France, le Parlement est tellement faible que c'est pas sûr que les commissions aient cette capacité. Bonjour. Comment analysez-vous la fin de la domination des partis politiques traditionnels au niveau national, et le vôtre notamment? Est-ce que selon vous, cela est lié à la crise institutionnelle que nous traversons? Il y a un mouvement général dans les démocraties de fragmentation de l'opinion et d'éclatement donc des grands partis qui avaient jusque-là structuré le débat politique. On le voit en Allemagne, en Italie, dans les démocraties traditionnelles. Sauf que même là où il y a eu du populisme, au Royaume-Uni et États-Unis, les deux grands partis sont restés, même si c'est des formes très différentes en France, sont restés quand même les moyens d'alternance. En France, les partis politiques n'ont jamais été très puissants. Mais il se trouve que depuis 2017, c'est vrai, peut-être même c'était né avant, les partis politiques traditionnels ont perdu pied. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne croient plus en leur histoire. Et la seconde raison, c'est qu'ils n'ont plus de capacité de projection pour définir un avenir possible. Donc, quand les partis politiques traditionnels, le PS et les LR, pour simplifier, ont été à ce point incapables de se remettre sur leur selle, si je puis dire, après l'élection de Macron, ils n'ont pas été remplacés. Au sens où les nouveaux partis, que ce soit le parti Renaissance, autrefois En Marche, ou LFI pour ce qui concerne le flanc gauche, ne sont pas des vrais partis. Ce sont des partis qui n'ont pas de militants, qui n'ont pas d'organes de direction, de lieux de délibération, et que l'autre remplacement a été celui de l'extrême droite, du Rassemblement national, qui a pris toutes les formes des partis traditionnels qui, eux, les abandonnaient. C'est le parti qui ressemble le plus dans son organisation au parti qui jusque-là avait organisé le débat politique, PS et LR, c'est le Rassemblement national, sauf que c'est pas démocratique, mais quand même. Ils ont des fédérations, des lieux de décision, des modes d'élection où leurs dirigeants sont connus. Donc les deux grands partis qui avaient une histoire qu'ils auraient dû promouvoir, un travail sur l'avenir qu'ils auraient dû préparer et une incarnation qu'ils auraient dû trouver,
n'ont pas été jusque-là capables de le faire. Et donc on laissait la place à des partis vaporeux. LFI, qui n'est pas un parti vaporeux au sens où il existe au niveau au moins de son chef, qui est à la fois le seul dirigeant et le seul militant, donc ça arrange quand même pour la délibération. Et le parti du président de la République, qui, on le voit bien, n'aura de durée de vie que tant que Emmanuel Macron sera président de la République. Donc on a une crise démocratique aussi à cause de ça. Et donc ma réponse, c'est que les deux grands partis, la droite et la gauche, peuvent s'appeler autrement au niveau des organisations qui auront à emporter la flamme, mais les deux grands mouvements, la gauche et la droite, doivent se recomposer, se restructurer pour offrir au pays une solution. Et si la droite et la gauche ne le font pas, c'est vrai que le risque d'une alternance, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y a un besoin d'alternance, si l'alternance n'est représentée que par l'extrême droite en aura forcément un avantage. Donc il est très important que d'ici 3 ans et demi, il y ait d'autres formes d'alternance qui se présentent. Bonjour Monsieur Hollande, j'aimerais d'abord vous dire bienvenue. Du coup, Hassan Berk, je suis en première année à Sciences Po Grenoble. Du coup, ma question serait, compte tenu de votre expérience durant la guerre de Gaza en 2014, quelle serait selon vous la contribution que notre nation ainsi que la communauté internationale pourrait apporter afin de mettre un terme au conflit israélo-palestinien et d'établir enfin une paix durable au Moyen-Orient? Quelle peut être l'influence de la France aujourd'hui dans un conflit comme celui-là, où nous n'avons pas de lien avec la partie palestinienne, compte tenu de l'affaiblissement de l'autorité de Mahmoud Abbas en Cisjordanie et de la présence du Hamas à Gaza. Que notre relation avec Netanyahou ne peut pas être une relation disons, convaincante, dès lors que Netanyahou ne veut pas d'une solution pour la Palestine. Donc je crois que seuls les États-Unis sur la partie israélienne peuvent jouer, et seuls les pays arabes sur la partie palestinienne peuvent agir. La France peut avoir un rôle, je pense, n'est pas simplement d'appeler, même si c'est nécessaire, un cessez-le-feu ou à l'arrêt des bombardements. Ça, c'est le rôle aussi des Nations Unies et le rôle de la communauté internationale. Et là, le rôle de la France devrait être de travailler, là, en ce moment, avec les pays arabes et bien sûr les pays européens, à un plan de paix pour le Proche-Orient. C'est dans la guerre qu'il faut préparer la paix. Il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour proposer une solution. C'est à partir de ce que l'on peut pressentir, c'est-à-dire qu'il va falloir sans doute des élections en Palestine pour redonner une légitimité à l'autorité palestinienne. Il va falloir sûrement qu'il y ait des élections en Israël pour changer Netanyahou. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, est-ce que la solution des deux États est encore valable? Oui. Et à quelles conditions ça peut se faire? Et avec quelle garantie de sécurité? C'est là-dessus que la France peut, avec les Européens, mais comme les Européens ne sont pas tous d'accord, c'est à la France de prendre l'initiative de dire qu'est-ce que pourrait être, au-delà de la formule de la solution à deux États, quel pourrait être le plan de paix en attendant la fin du conflit. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais renouveler les remerciements car votre présence constitue une véritable fierté pour nous autres étudiants à Sciences Po Grenoble. Donc, j'aurais une question, s'il vous plaît, à vous poser. En 2020, vous confiez au journal Le Monde le constat établi en 2015 lors de l'accord de Paris est d'ores et déjà dépassé, afin de souligner que les signataires devaient encore relever le niveau de leurs engagements pour le climat. 3 ans après, où pensez-vous finalement que nous en sommes justement en ce qui concerne la gestion de la crise environnementale? Merci. D'abord, il y a deux constats qui sont accablants sans doute, mais qui ne doivent pas nous accabler. Le premier constat, c'est que les engagements qui avaient été pris à Paris n'ont pas été tous tenus.
Et le deuxième constat, c'est que le réchauffement va plus vite qu'il n'avait été anticipé, y compris à Paris, puisqu'on pense maintenant que le réchauffement de 1,5 degré Celsius qui était prévu pour la fin du siècle va arriver en 2050 et certains disent même déjà en 2030. Alors, ça c'est la réalité. Est-ce qu'il faut néanmoins être accablé en disant de toute façon on ne pourra plus jamais enrayer le processus de réchauffement? Non. Je crois toujours que d'abord les COP en tant que telles marquent des progrès, même celle là à Abu Dhabi va être un progrès, au moins pour indemniser les pays les plus fragiles, ce qu'on appelle les pertes et dommages qui ont été causés par la production des pays industrialisés pendant des décennies. Et il va y avoir sans doute un financement beaucoup plus important pour les énergies renouvelables, même si sur les énergies fossiles, il est peu probable qu'il y ait la fin du gaz et du pétrole avant longtemps. Peut-être que sur le charbon, on aura des avancées. Donc le processus de Paris, il va continuer à vivre. Et en plus, compte tenu de ce qu'on sait maintenant du réchauffement, compte tenu de la multiplication des catastrophes, les opinions publiques sont de plus en plus ardentes pour faire pression sur les États et les gouvernements pour agir. Ça, c'est ce que je voudrais vous faire peut-être partager. C'est qu'autant je suis très pessimiste sur le multilatéralisme politique, vous avez vu, l'ONU est bloquée, le Conseil de sécurité est empêché par la succession des vétos, autant le multilatéralisme thématique, il a encore de l'avenir. Parce que qu'on vive en Chine, qu'on vive en Afrique, qu'on vive en Europe, on a les mêmes conséquences du réchauffement climatique, avec des formes différentes, mais les mêmes conséquences. Donc qu'on soit dans une dictature ou dans un régime démocratique, on a les mêmes obligations qui nous sont faites par les opinions publiques. Ça va devenir insupportable. Et donc ça bouge nécessairement. Quand on a réussi l'accord de Paris, les Chinois, donc c'était déjà Xi Jinping, étaient très désireux de trouver une solution pour montrer à leur opinion publique, parce que même si c'est une démocratie tout à fait particulière, il y a quand même une opinion publique. La pollution devenait insupportable dans les villes chinoises. Donc il fallait absolument que Xi Jinping montre qu'il agissait. Et donc, dans les démocraties, c'est pareil. Nous avons absolument des partis écologistes qui sont très faibles, sans doute, mais la pression maintenant pour l'environnement et pour la biodiversité, elle va être de plus en plus forte. Sauf que dans les démocraties, on est confronté à un autre phénomène lié d'ailleurs aux populistes, c'est qu'il n'y a plus de climato-sceptiques. C'est très rare que quelqu'un vous dise, il y en a encore quelques-uns, qui vous disent non, il n'y a pas de réchauffement, tout ça c'est pas vrai, la science va nous délivrer de ce mal-là, ne vous en faites pas. Mais en revanche, il y a une autre façon d'être climato-sceptique, c'est de dire non, il faut pas prendre des mesures qui seraient contraires à la vie quotidienne des catégories les plus populaires. Et donc de faire en sorte qu'on entrave un certain nombre de décisions qui sont favorables à la lutte contre le réchauffement. Et dans les élections récentes, vous avez vu aux Pays-Bas notamment, on l'a vu en Italie aussi, et on va le voir aux États-Unis avec Trump, on le voit au Canada aussi, et il y a maintenant des partis qui contestent l'idée qu'on puisse prendre des mesures qui soient favorables au climat. Donc on va être dans une espèce de tension entre une grande partie de l'opinion qui va dire il faut qu'on aille plus vite et plus loin en matière de lutte contre le réchauffement, et une autre partie de l'opinion qui va être travaillée par les populistes, et quelquefois avec des arguments qui peuvent toucher quand il y a des inégalités sociales qui s'aggravent, qui vont contester les mesures en faveur de l'écologie. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on arrive à créer de cette tension des décisions qui vont être importantes. Mais je ne suis pas donc totalement pessimiste parce que même en période de guerre, on arrive à réunir une COP. Et même à faire voyager Poutine. Puisqu'il est là, en ce moment... alors, il n'y est pas pour le climat. Parce que penser que Poutine s'intéresse au climat serait, à mon avis, une faute de l'esprit. Mais il va parce qu'il peut y avoir son intérêt, notamment pour un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Mais voilà, tout le monde vient. Et ça, c'est déjà très important.
Donc le monde, même s'il est fracturé, même s'il est divisé, au moins sur cette question climatique, peut trouver un intérêt commun. Oui. Une autre question. Bonjour Monsieur le Président. Je voulais juste vous poser une question. Alors, comme disait Pierre Mendès France, gouverner c'est choisir. Alors ma question sera simple. Quelle est la marge de choix d'un président de la République durant une crise? Merci. Alors là, je vais être tout à fait clair. S'il y a un moment où le président peut se dire qu'il va choisir, c'est précisément dans la crise. C'est la crise qui offre des marges d'action. Le problème, c'est quand il n'y a pas de crise. Et qu'il faut quand même décider. Parce que, en réalité, les bonnes décisions, les vraies bonnes décisions, elles sont quand il n'y a pas de crise. Pour prévenir précisément les catastrophes ou les épreuves qui peuvent nous toucher. Par exemple, il ne faut pas attendre qu'il y ait d'autres catastrophes climatiques pour prendre des décisions. Il faut les prendre tout de suite. Sur l'économie, c'est pareil. Il ne faut pas attendre d'être obligé d'agir sur les déficits publics ou sur l'endettement avant qu'on en soit obligé. C'est dans les périodes apparemment de calme sur les marchés financiers qu'il faut agir pour éviter la spéculation ou éviter l'enrichissement des mêmes. Et c'est là qu'il faut être courageux. C'est facile d'être courageux dans les périodes de crise. Tout le monde comprend. On peut même fermer toute l'économie et rembourser tout le monde. Une fois. Mais on peut pas le faire plusieurs fois. Donc ça, je veux dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais quand la crise est tellement aiguë qu'on est prêt à accepter même d'être confiné. On vous aurait dit, vous allez pendant plusieurs mois être obligé de rester chez vous. Vous auriez dit, mais jamais on l'acceptera. Ben vous l'avez accepté quand même. Il y a même des gens qui étaient obligés de faire 1 kilomètre et pas plus, sinon ils craignaient la contravention. On aurait dit même durant mon quinquennat, j'aurais dit, vous savez, c'est tellement grave le terrorisme, vous devez faire 1 kilomètre. Si vous faites 1 kilomètre 2, vous êtes en danger. Et ben les gens, ils mesuraient ce qu'ils avaient fait comme mètre pour savoir s'ils étaient en conformité avec la règle. Donc en période de crise, on l'a vu d'ailleurs dans les guerres, les gens sont prêts à accepter beaucoup de choses, trop de choses, contraires à la liberté. Mais c'est en période de gestion courante qu'il faut être courageux. C'est en ce moment qu'il faut prendre des décisions sur le climat, sur l'économie, sur la justice sociale, etc. C'est pas quand il y a l'épreuve, c'est pas quand il y a les gilets jaunes qui sont dans la rue qu'on dit tiens, il y a des gens qui vivent pas bien. On savait pas. On savait pas qu'il y avait des gens qui étaient obligés de prendre leur voiture et mettre de l'essence dedans. Ah bah oui, c'était vraiment une information qui nous avait pas été communiquée par les préfets, qu'il y avait des voitures qui devaient mettre de l'essence pour que les gens qui allaient soigner les personnes âgées dans les maisons de retraite puissent circuler. Donc il faut pas attendre qu'il y ait des réactions qui peuvent être violentes. On a vu avec effectivement les bonnets rouges, puisqu'on a été cité les bonnets rouges. Donc les bonnets rouges, c'était une histoire en Bretagne où donc la majorité présente, mon prédécesseur avait mis des portiques pour que les camions, c'était pas une idée mauvaise, hein, pour que les camions qui traversent la France puissent payer une taxe. Donc on met un portique, le camion passe, hop, il paye. Mais la Bretagne, quand vous allez en Bretagne, il y a la mer au bout. Donc il y avait des camions qui venaient livrer, qui étaient supposés aller livrer des marchandises et qui payaient le trajet d'autant plus cher que le trajet était long. Et ben les Bretons n'ont pas accepté. Et quand ils ont vu qu'il y avait des portiques, ils ont détruit les portiques parce que c'était désagréable de voir des portiques. Je crois qu'il ne reste plus que 2. Mais ils ne sont pas démolis parce que plus personne ne craint de passer sous le portique. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réactions où on doit sans doute limiter le trafic routier des camionneurs, mais on ne doit pas imposer à une population ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Et donc voilà, c'est ça qui est difficile. Et ce qui est difficile quand on est au pouvoir, c'est d'être bien informé. Et c'est pour ça que tout à l'heure la question sur la démocratie partisane des partis politiques,
c'est très important, ou sur le Parlement, c'est être bien informé. Avoir le retour de ce que les citoyens ressentent ou éprouvent. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre présence. J'aurais deux petites questions à vous poser. Dans un premier temps, c'est sous votre quinquennat que la ville de Paris se porte candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024. J'aurais aimé savoir vos motivations personnelles à soutenir cette candidature et pourquoi avoir fait le choix du sport comme outil de rayonnement à l'international pour la France. Et enfin, à quelques mois de l'organisation des Jeux Olympiques, avez-vous peur, comme certains, d'une crise sécuritaire peut-être dans Paris? Merci. Bon, là, je vais être plus rapide. Je pensais que c'était bien pour la France, dans une période où elle doutait d'elle-même, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, qu'il y ait des grands événements qui puissent être accueillis en France. Et donc, j'ai un peu précipité les choses, même si la maire de Paris était déjà convaincue, mais elle le faisait pas savoir. Et donc, j'ai un peu précipité les choses en disant que la France était candidate. Ensuite, finalement, on a obtenu gain de cause. On a obtenu gain de cause à un moment où il y a eu les attentats. C'est-à-dire, c'est au moment où il y avait cette série d'attentats que la décision devait être prise. Et il y avait une ville concurrente qui était Los Angeles, et les Américains, non sans finesse, avaient dit, vous savez, c'est pas sûr, la France, il y a quand même des insécurités, est-ce que c'est bien raisonnable d'accueillir les Jeux à Paris? Et je leur ai dit, mais quelle est, à votre avis, la situation qui sera celle de la France ou celle des États-Unis dans 10 ans? Aujourd'hui qu'il y a eu cet attentat, on se pose de nouveau la question. Je ne sais pas, je peux pas faire de pari, mais quand il y a des événements aussi importants, la sécurité est à un niveau très élevé. Par exemple, quand j'étais président, on a pu organiser l'Euro de football, alors même que c'était quelques semaines après les attentats de Paris. Et même, on parlait de la COP tout à l'heure, on a pu organiser la COP, ce qui a fait venir tous les chefs d'État du monde, un mois après les attentats du Bataclan et des terrasses. Donc je crois que les Jeux Olympiques, c'est très important de les tenir précisément pour montrer au reste du monde que non seulement on est un pays accueillant, un pays efficace, mais un pays sûr. On va prendre peut-être une dernière question. Excusez-moi. On va prendre 3 questions posées en même temps, comme ça permettra... Enchaîner les questions. Ouais. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je me présente, je suis Houda Amrioui, élève étudiante en première année. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être ici. Nous sommes très heureux d'être assis là à apprendre de vos expériences. Alors, ma première question serait un peu plus personnelle. Comment se sent-on le soir des attentats lorsqu'on nous apprend ce qu'il se passe à Paris? Et la deuxième, en tant que président de la République, vous êtes placé au centre d'un processus décisionnel extrêmement fort. Vous devez prendre des décisions pour pallier à différentes crises, mais vous êtes également humain et je pense que parfois celles-ci peuvent échapper à votre seul domaine de compétence. Alors, comment fait-on en tant que président de la République pour pallier à la crise lorsque celle-ci échappe à notre seul domaine de compétence? Merci. On va donner une troisième à la suite, comme ça on va aller plus vite. Allez-y, commencez. C'est à moi? Non, moi... non, mais c'est parce qu'il me regarde. Non, moi, c'est plus lié à la crise démocratique. Je voulais savoir pourquoi, après 20 ans qu'il y a eu le dernier référendum en France, pourquoi aujourd'hui c'est encore un sujet tabou? On sait que le résultat qu'il y a eu, pourquoi aujourd'hui on n'en organise plus, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'élargir le champ des référendums? Et la dernière question, allez-y. Du coup, moi, ma question, c'est, on est dans un moment où on vit quand même 2 guerres, une crise climatique, une crise démocratique. Et tout à l'heure, vous avez dit que historiquement, dans les temps de crise, la gauche était appelée au pouvoir. Donc, ma question, est-ce que vous pensez qu'aux prochaines élections, justement, la gauche peut gagner? Bon, la première question, c'est
comment décider quand on est incompétent, en gros, c'est ça la question. Donc je la caricature à dessein, c'est-à-dire, oui, pourquoi un président, un premier ministre peut décider de choses qui sont si lourdes de conséquences en n'ayant pas toutes les données. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Je me suis pas fait connaître dans la vie politique sur les questions de lutte contre le terrorisme. Mais il se trouve que c'est ça qui a été peut-être l'élément le plus important de mon mandat, alors que c'était pas du tout dans les promesses que je pouvais faire en 2011-2012. De la même manière, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron était un professionnel de la médecine. Donc, il a pris des décisions dans la crise sanitaire. Je suis pas sûr non plus que Nicolas Sarkozy était un professionnel de l'économie. Il a pris des décisions importantes dans la crise financière. Et je pourrais continuer ainsi. Bon. Mais c'est là qu'il faut être conscient que des décisions doivent être prises. Et dans ces circonstances-là, c'est au président que ça revient. Et qu'il faut aller chercher les compétences des autres, tout en ne devenant pas un spécialiste. Parce que le rôle du président, comme le rôle d'un maire, comme le rôle d'un responsable, c'est pas d'être un technicien, c'est d'être capable, au vu de toutes les informations qu'il a à sa disposition, de prendre la bonne approche et de prendre la bonne direction. C'est ça qui compte. Et le défaut souvent, et ça peut m'arriver, c'est de devenir un professionnel d'une compétence qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire d'être tellement sur la recherche de ce qu'est exactement la situation qu'on finit par plus la regarder dans ce qu'elle a de plus politique. Car c'est de la politique. La gestion de crise, c'est de la politique. C'est à la fois pour traiter le problème tel qu'il se pose et pour arriver à dominer les peurs qu'une population peut avoir. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il faut aller chercher. Alors moi j'ai beaucoup travaillé avec les militaires. C'était pas ma vocation d'être avec les militaires, mais c'était eux qui quand même allaient mettre en œuvre ce que je pouvais décider. Ou avec les services de renseignement. Je n'étais pas un spécialiste du renseignement. Enfin du renseignement politique peut-être, mais je n'étais pas un renseignement d'être dans le bureau des légendes. Donc, il fallait que je travaille avec ceux qui avaient ces informations-là. Ils me donnaient des informations. Et c'est très important. Il ne faut pas non plus que ceux qui vous conseillent, ceux qui sont compétents, décident à votre place. Parce que c'est pas une décision simplement de l'ordre de la compétence technique. Deuxième sujet, le référendum. Pourquoi il n'y a pas de référendum en France depuis donc 2005 ? Peut-être parce qu'il a été perdu, celui de 2005. Mais pour que le référendum ait un sens, il faut que ce soit pour trancher une vraie question. Il y a eu un référendum qui, en 2000, a porté sur le quinquennat. C'était pas rien, finalement, la réforme du quinquennat. Ça a eu d'ailleurs des conséquences pas forcément telles qu'on les avait imaginées, pas forcément toutes favorables. Mais c'était une question importante. On changeait quand même un peu l'esprit de nos institutions et la répartition des pouvoirs. Il y a eu 30% de participation, parce que d'une certaine façon, la question du raccourcissement du mandat était plutôt partagée. Enfin, tout le monde était à peu près d'accord. Là, on nous dit on pourrait faire un référendum sur la fin de vie. Très franchement, merci pour le débat, de savoir comment on va mourir, si ça sera avec une seringue ou sans seringue, etc., avec appui médical. Bon, et on est tous d'accord, enfin pas tous, mais c'est un sujet qui est lourd, mais on sait qu'il faut quand même traiter avec dignité, humanité, la fin de vie. Je suis pas sûr que ça justifie un débat référendum. Moi, je vois deux sujets sur lesquels il y a intérêt à avoir un référendum. C'est sur l'Europe, parce que c'est toujours, si on doit par exemple aller plus loin, vers l'Europe de la défense. C'est possible qu'on soit amené, si les États-Unis en plus prennent une distance vis-à-vis de l'Europe, à organiser l'Union européenne d'une autre manière qu'on l'avait imaginé avec la question de la défense. Ce serait légitime, sur une question aussi importante, de consulter le peuple français. Il y a une deuxième sujet possible,
c'est tout ce qui a été dit sur la démocratie, les institutions, si c'est vraiment de nature à améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Après, on voit bien, la droite et l'extrême droite demandent l'élargissement du référendum pour faire un référendum sur l'immigration. Quelle question pourrait être posée d'ailleurs? En fait, on s'aperçoit que la question, c'est pas est-ce que vous voulez plus ou moins d'étrangers? Bon, ça, c'est une question qui n'a pas de conséquences. Non, la question derrière l'immigration qui est posée par la droite et l'extrême droite, c'est une question européenne. C'est en gros, est-ce que l'on peut retrouver tout à fait notre souveraineté sur la libre circulation, sur l'asile et sur le droit européen. Donc derrière l'apparence de l'immigration, qui est un sujet par ailleurs, c'est une question européenne. Mais je ne suis pas favorable à l'élargissement. Il vaut mieux qu'on pose la question directement sur la question européenne, ce qui est possible dans le droit actuel. Ensuite, il peut y avoir des référendums locaux et des consultations citoyennes. Dans mon quinquennat, j'avais fait un référendum sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Ça vous dit quelque chose, Notre-Dame-des-Landes? Non. Moi, ça me dit encore quelque chose. C'est-à-dire que Notre-Dame-des-Landes, c'était une histoire d'aéroport qui était un nouvel aéroport qui devait être créé à Nantes à la place de l'ancien. Il y avait des gens qui étaient pour le nouvel aéroport, c'était ceux qui habitaient Nantes, et ceux qui étaient contre, c'est ceux qui étaient hostiles à ce qu'on prenne des terrains agricoles et qu'on les transforme en plateforme aéroportuaire. Puis il y avait ceux qui étaient contre l'avion en général. Je dis, tiens, on va faire un référendum local. Alors, quel est le champ du référendum? On prend le département qui apporte la circonscription, on prend le département, et le référendum est favorable à l'aéroport. Enfin, à l'aéroport, au nouvel aéroport. Mais ceux qui étaient contre disent, mais non, il y a eu un référendum, mais on est contre le résultat du référendum. Ah bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des sujets, même localement, qui ne se réduisent pas à oui ou non. Parce que ceux qui sont minoritaires disent, mais nous, on ne défend pas une position majoritaire, on défend la nature, on défend la préservation des sols, on défend les générations futures d'une certaine façon. Donc, pas penser qu'un référendum règle toutes les questions, même quand elles sont locales. Alors, la troisième question, la gauche a finalement un chemin de rose pour elle, si on en juge par le nombre de crises que nous vivons. Mais il y a crise et crise. Pour que la gauche ait plus de chance, il faut que la crise soit économique, sociale et écologique. Là, oui. Mais si la crise est sécuritaire, si elle est internationale, si elle est sur la cohésion même du pays, c'est pas sûr. Si elle est identitaire, la crise. Si le sujet principal de la prochaine élection présidentielle, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce que l'identité est aujourd'hui broyée par la présence d'enfants d'immigrés ou d'immigrés ou de religions qui se font opposition? Je ne pense pas que ce soit pour la gauche un très bon sujet. Ça ne veut pas dire l'ignorer, surtout pas l'ignorer. Mais ça veut dire l'éclairer. Si en revanche, le débat c'est finalement, est-ce que on peut avoir une économie qui soit plus sobre, plus respectueuse de l'environnement, mais aussi plus digne pour ceux qui travaillent, et avec une meilleure répartition des richesses et une organisation du territoire qui soit meilleure? Oui, là, si cette crise se révèle, oui, là, je pense qu'il y a une possibilité pour la gauche. Puis il faut une deuxième condition pour qu'il puisse y avoir une victoire. Il faut à la fois de la force, c'est celle qui est provoquée par un enthousiasme, une envie, un espoir. Et il faut qu'il y ait un parti pour porter cette force, un parti capable aussi de faire l'union autour de lui, et une incarnation. C'est très difficile pour nous, enfin pour nous, je parle pour moi en tout cas, c'est difficile de se dire que l'incarnation est importante. Elle ne doit pas être facteur premier, mais elle est nécessaire. Dans un vote
pour une élection présidentielle. C'est très différent. Nos institutions sont des institutions où l'élection principale est le scrutin présidentiel. C'est pas des élections parlementaires où chacun, comme on va le voir aux élections européennes, vote pour le parti de son choix. Puis après, il y a une coalition et on voit comment ça peut se dénouer ou se renouer. Nous, c'est une élection présidentielle. Et donc, il y a un rapport personnel nécessairement, une confiance qu'on doit accorder à une personne. C'est pour ça que une personne seule peut pas y arriver. Une organisation est nécessaire. Un programme doit être forcément enthousiasmant, même si on sait qu'il y aura de la déception. Parce qu'il y a toujours de la déception. Parce qu'on ne gouverne pas sans créer de la déception. Parce que si on veut pas de déception, faut pas gouverner. Et le risque pour la gauche, c'est qu'elle puisse à un moment se dire qu'elle n'a plus à gouverner. Et si elle prend cette position de se mettre de côté, de ne plus prendre la responsabilité de gouverner, eh bien, d'autres le feront à sa place. Et je ne suis pas sûr que le pays s'en sortira mieux. Donc, trouvez la bonne incarnation, choisissez un grand parti, ayez des idées et trouvez une bonne crise. À bientôt.